À 1 heure de route de Boston, sur la côte est des États-Unis. Central Falls, 19 000 habitants. Un passé brillant, un avenir prometteur, proclament les panneaux de la ville. Une petite ville tranquille, où tout semble a priori normal, à commencer par la bibliothèque municipale. YA, c'est là-bas, non? Ouais, juste derrière toi, là. Tu as d'autres livres? Ouais, ça, c'est de l'espagnol. Ça va là-bas. Gerald Adams connaît bien son affaire. Et pourtant, cela ne fait qu'1 mois qu'il travaille là. Un directeur de bibliothèque assez particulier qui ne coûte pas grand-chose à la petite ville. Combien vous gagnez chaque mois ici? Ah, moi, je gagne rien du tout. Pas d'argent? Non, pas d'argent. En fait, je pars à mon boulot très tôt le matin pour faire tout ce que j'ai à faire et ensuite, je peux venir ici travailler l'après-midi. Un bénévole, comme tous ceux qui s'affairent autour de lui. Sans eux, la bibliothèque serait fermée. Car cet été, un événement exceptionnel a bouleversé la vie des habitants de Central Falls. Bonjour. Leur ville a déposé le bilan. Vous avez lu les journaux à propos de ce qui s'est passé dans la ville? Que la ville a fait faillite? Ouais, j'ai entendu pour la banqueroute. Et alors, comme la ville n'a plus d'argent, le premier truc qu'ils ont fait, ça a été de fermer la bibliothèque. Et à la bibliothèque, le vide a été fait, à tous les étages. Là-dedans, c'est l'auditorium. Central Falls a licencié les 6 employés municipaux qui travaillaient là, il y a encore 1 mois et demi. Je crois que le budget ici, c'était 300 000 $ par an, surtout en salaire. Et maintenant? Maintenant, c'est 0. Et comme ça, ils sont contents. Et la bibliothèque municipale n'est pas la seule à avoir subi un traitement de choc. Toute la ville est concernée. Le centre social a fermé ses portes. Un peu partout, les rues et les trottoirs sont à peine entretenus. Central Falls a les allures d'une ville où plus rien ne marche vraiment droit. Dans cette commune, les caisses sont vides. Un plan de rigueur drastique a été déclenché. Il a modifié en profondeur l'existence des habitants. Depuis quelques semaines à la mairie, il y a un nouveau patron. Mais ce matin-là, l'homme fort de Central Falls semble un peu dépassé par les événements. L'ouragan Irene remonte la côte est du pays et se rapproche de la ville. Robert Flanders se demande bien ce qu'il faut faire en pareil cas pour protéger les habitants. Bon, si quelqu'un a une urgence, un tronc d'arbre dans une maison qui blesse un enfant, c'est à nous d'intervenir, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. S'il n'a pas l'air très au courant des procédures, c'est que M. Flanders n'est pas vraiment le maire. Sa seule mission ici, c'est de réduire les dépenses. C'est un ancien juge à la Cour suprême du Rhode Island. Il est chargé de redresser les comptes de la ville, comme le prévoit la loi en pareil cas. Il a déjà licencié 15 employés municipaux, 15 autres devraient suivre. Le terme utilisé, c'est laisser partir. Ça veut dire qu'on les remercie. Non pas parce qu'ils ont mérité d'être licenciés, mais parce qu'on doit économiser de l'argent et qu'on doit être plus efficace avec moins d'employés. Faire plus avec moins de monde. Et personne ne peut le contredire. Car depuis la faillite, le juge Flanders détient tous les pouvoirs. Même le maire de la ville a été prié de rentrer chez lui. Il est toujours le maire, mais il ne vient plus travailler du tout. Et son bureau, on le laisse dans le noir. Vous êtes le seul maître à bord? Là oui, c'est le cas. Le conseil municipal, lui aussi, n'est plus là que pour le décor. Central Falls est maintenant entre les mains du juge Flanders. Et l'équation qu'il doit résoudre est très simple, équilibrer le budget actuel de la ville. On a un budget de 16,3 millions, mais nous avons 22 millions de dépenses tous les ans. Alors on doit réduire ces dépenses pour qu'elles correspondent à nos revenus. Et mon boulot, c'est de trouver un moyen d'y arriver, de voir ce qu'on va supprimer pour que ça corresponde à ce que la ville peut s'offrir. Faire des coupes franches partout où c'est possible. La petite ville n'aurait jamais pensé qu'un tel traitement puisse un jour lui être infligé. Il y a 40 ans,
Central Falls est encore l'une des villes les plus riches de l'État. Une bourgade prospère avec ses usines et son industrie textile. La ville se montre alors très généreuse avec ses employés et leur accorde quelques privilèges. Pompiers, policiers, après seulement 20 ans de service, tous pourront partir à la retraite avec la moitié de leur salaire. En prime, une assurance maladie à vie pour couvrir tous leurs frais médicaux. Mais l'âge d'or ne va pas durer. Les délocalisations frappent la ville. Les usines ferment une à une. L'argent ne rentre plus dans les caisses. Début des années 2000, les finances de Central Falls commencent à vaciller et un événement inattendu va mettre à bas le fragile édifice. Tom Sgouros est ingénieur, un spécialiste de la robotique. Quand il rentre chez lui, son petit plaisir, c'est de passer au crible l'économie du Rhode Island. Dans ses gros livres de comptes, il peut lire l'histoire de la faillite de Central Falls. Regardez, ça c'est le budget de l'État. Il y a plein de chiffres. On peut voir comment tout est financé. Vous pouvez lire plein d'histoires là-dedans. Pour comprendre comment tout a commencé, il faut remonter à l'année dernière, au compte de 2010. Travaux publics, police, pompiers. Pour tout financer, Central Falls a besoin l'an dernier de plus de 17 millions de dollars. Grâce aux impôts locaux, la ville en perçoit 13 millions. Il manque 4 millions. Ce qui est prévu, c'est que l'État du Rhode Island verse la différence, mais une mauvaise surprise attend la ville. Ils attendaient leurs 4 millions de dollars de l'État, mais en fait, on leur a donné juste 1,8 million. Plus de 2 millions de dollars manquent à l'appel. Son budget 2010 s'effondre. Cette année, c'est le coup de grâce. L'État ne donne plus que 540 000 dollars. L'État leur a dit « Ah tiens, on a changé d'avis ». Ils ont fait ça pour financer les baisses d'impôts des plus aisés. Ils se sont dit « C'est une super idée pour l'économie si on réduit les impôts des hauts revenus ». Ils ont fait ça plusieurs années de suite et au final, des villes comme Central Falls en ont souffert. Lâchée par l'État, la ville n'en a plus pour très longtemps. Central Falls a déjà un genou à terre. Elle va bientôt s'effondrer. Il reste une carte à jouer. Emprunter de l'argent sur les marchés, comme le font certains pays. Mais les villes américaines aussi sont observées à la loupe par les agences de notation. Et Central Falls a mauvaise réputation. L'agence Moody's lui décerne un C, une très mauvaise note. Elle prédit même sa faillite. Alors, plus personne ne misera $1 sur elle. Ruinée, elle se déclare en faillite. Le juge Flanders doit réduire les dépenses. Après la bibliothèque et le centre social, il va s'attaquer à l'un des plus gros postes de la ville, les avantages sociaux des retraités. 2,5 millions de dollars vont devoir être pris sur les retraités. Leur pension, leur assurance dont ils ont profité, ça doit être réduit. Le juge ne fait pas dans le sentiment. La ville le paye pour être désendetté et Robert Flanders n'est pas donné. Il gagne $200 de l'heure, des honoraires très confortables pour prendre des décisions parfois très difficiles pour certains habitants. À quelques rues du City Hall, c'est le moment de repartir sur les routes pour Norman Dumont, un pompier de Central Falls à la retraite. Là, je suis au travail. Je fais une pause pour voir ma femme. Elle se bat contre le cancer. Et moi, je dois travailler. Ça m'aide à payer les soins. Combien d'heures vous faites par semaine? 20 heures. Et vous avez quel âge? 74 ans. À l'âge où beaucoup profitent de leur retraite, Normand, l'ancien capitaine des pompiers, a dû se remettre au travail. Il gagne aujourd'hui une vingtaine de dollars de l'heure pour un petit boulot, un job d'étudiant. Il fait la tournée des banques. Quel est votre travail, monsieur? Pardon? Quel est votre travail? Ah, ce que je fais? Bah là, je récupère le courrier. Je fais la tournée des agences pour prendre les plis et ensuite je les ramène au siège, à leur destinataire. Normand est coursier depuis 3 ans. Un petit complément à sa retraite de quelques 1 200 € par mois.
Mais il cherche maintenant à faire 2 fois plus d'heures, car sa retraite va fondre d'un tiers. Au début, j'ai pris ce travail pour améliorer ma retraite et je voulais rester actif. Mais maintenant, c'est devenu une obligation. Je dois travailler à cause des coupes qu'ils ont faites. Dans certains cas, les pensions ont même été divisées par 2. Et ce n'est pas la seule difficulté qui attend nos retraités. Ils vont également devoir payer quelque chose qui jusque-là était gratuit pour eux. Cet après-midi, avec Paul, un ancien pompier, Norman doit rendre une petite visite à l'une des figures de leur ancienne caserne, Daniel Kelly, 80 ans. Car l'ancien numéro 2 des pompiers vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Alors, t'as reçu ta lettre aujourd'hui? Oui. Moi, j'attends le passage du facteur. Afin d'économiser de l'argent, la ville a revu à la baisse l'assurance santé de M. Kelly. Sa couverture médicale sera plus chère et moins efficace. Je payais 35 $ par mois pour mon assurance santé. Et ces gens sont venus et ils veulent qu'on abandonne tout. Ils veulent nous imposer une autre formule pour le remboursement de nos médicaments. Je crois même qu'on devra verser 20% de la facture. Et en plus, tous les mois, au lieu de payer mes 35 $, je vais devoir payer 95 $ et 40 cents mon assurance. Pourtant, tous ces anciens fonctionnaires avaient un accord avec la mairie quand ils se sont engagés. Partir au bout de 20 ans de service, avec la moitié de leur solde et une bonne assurance santé. Aujourd'hui, tous s'estiment trahis. Ce qui était prévu, c'était on n'a pas un gros salaire, mais on aura une bonne retraite et un bon programme d'assurance santé et tout. Ça sonnait bien, et maintenant ils nous disent il n'y a plus d'argent. Je veux dire, ils nous ont raconté n'importe quoi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Paul souffre d'un cancer, comme le commandant Kelly et d'autres retraités. Pour se soigner, ils devront bientôt payer de leur poche. À Central Falls, le traitement de choc a commencé il y a plus d'1 mois et la ville espère en avoir fini dans moins d'1 an. À l'autre bout du pays, une autre ville a connu le même destin. Ses comptes sont aujourd'hui dans le vert, mais les ennuis n'ont pas disparu pour autant. Sur la côte ouest des États-Unis, une commune vient tout juste de sortir la tête de l'eau. Vallejo, au nord de San Francisco, 120 000 habitants. Une ancienne gloire de l'US Navy, la marine américaine. Vallejo a longtemps hébergé la plus grande base navale de la côte, puis a connu un lent déclin et la faillite. Mais au moment même où Central Falls déposait le bilan, Vallejo retrouvait le droit chemin. La ville a équilibré ses comptes, mais ses habitants paient toujours le prix de la cure qu'elle a subie. Et depuis la faillite, il y a 3 ans, une même scène se déroule un peu partout en ville. Ces gars-là, ils vendaient de la drogue? Ouais, il y en a même d'autres qui sont arrivés par là. 17h30, à l'angle de Georgia et d'Eldorado, c'est l'heure de la patrouille. Tous habitent dans le quartier et tentent de reprendre le contrôle des rues. Cela s'appelle du Neighborhood Crime Watch, de la surveillance de voisinage. On est là pour repousser les mauvais éléments à l'extérieur du quartier. Ils sont venus parce qu'on n'était pas là. Alors, au lieu de rester à la maison, à ne rien faire, on sort pacifiquement et leur dire on va faire quelque chose. On ne les supporte plus, c'est le message. On résiste. Leur but, chasser les dealers, en occupant la rue et en renseignant parfois la police. Ce soir au programme, un petit tour du pâté de maison entre voisins, et ce ne sont pas les volontaires qui manquent. Moins de 10 minutes après le début de la ronde, première rencontre. 2 jeunes hommes qu'ils ont déjà croisés dans le coin et qui ne vivent pas dans le quartier. Ouais, on les connaît, ouais. Ces types sont des dealers. Ces types sont des dealers, on les voit trafiquer tout le temps là-bas. Des prostituées et des dealers dans les rues, l'une des conséquences de la faillite de la ville il y a 3 ans. Car il a fallu couper 20 millions de dollars dans le budget. 50 pompiers ont été licenciés et 3 casernes sur les 8 que comptait Vallejo ont fermé leurs portes.
Mais ce sont les forces de police qui ont le plus souffert. Un policier sur 2 a dû rendre son insigne et la criminalité s'est envolée. La ville n'a plus les moyens de financer correctement sa sécurité, alors elle compte sur la bonne volonté de ses habitants. À 2 pas de l'hôtel de ville, le siège de Fighting Back. L'une des rares associations toujours ouvertes après la faillite, car elle est devenue très utile à la ville. Ici, on s'occupe des rues et des maisons abandonnées, comme celle-ci. Là, on a tout nettoyé. On a tout remis en état. On a mis des serrures sur les portes, les fenêtres. Et il n'y a plus jamais eu de problème dans le quartier. Tony Pearsall fait gratuitement tout ce que Valeo ne peut plus se payer. Cela fait 8 ans qu'il dirige Fighting Back, après plus de 30 années passées dans la police de la ville. Ça, alors c'est une photo quand je travaillais sous couverture dans les années 80. C'est quand j'avais encore des vrais cheveux. Et sur celle-là, j'ai dû essayer d'avoir l'air plus professionnel. C'est quand on m'a nommé capitaine. Aujourd'hui, ce sont des citoyens qui l'encadrent. Son plus grand succès, les Neighborhood Watch Groups. Depuis la faillite et la baisse des effectifs de police, Tony multiplie les adhésions. Sur sa carte, les petits points bleus s'accumulent. Il y en a 301. Ces points bleus, ce sont des groupes de voisinage. Ils ont entre 2 mois et 2 ans. Mais ces habitants font plus que de la surveillance de rue. Ils investissent dans l'avenir de leur ville. Ils restent à Valeo. Ils ne déménagent pas. Ils font leurs courses à Valeo, font rentrer de l'argent dans les caisses et paient leurs taxes. Ils font vivre la ville. Mais en attendant que les caisses soient pleines, Valeo doit encore faire avec les moyens du bord. Et la ville utilise le système D à tous les niveaux. Même quand il s'agit de recruter de nouveaux policiers, elle se débrouille pour en avoir gratuitement. Tous les mercredis soirs, des cours un peu particuliers ont lieu derrière ces murs. Le programme Citizen on Patrol, la patrouille des citoyens. Juste pour vous donner une idée des tailles, j'ai du S, du M, du L et du XL, et ces polos rétrécissent de 5%. Une belle tenue que cette quinzaine d'élèves rêvent de porter un jour. Ici, on ne parle plus de faire le tour du quartier avec les voisins, mais d'intégrer les effectifs de la police quelques heures par semaine. Je me suis portée volontaire pour la police de Valeo, surtout parce que Valeo a besoin de monde, de policiers. On ne sera pas vraiment des policiers, mais on s'occupera de la circulation, des scènes de crime si besoin, parce qu'ils n'ont pas assez d'effectifs. Des auxiliaires gratuits que la ville doit à tout prix fidéliser. Alors le caporal et Studio doit les faire rester en les convainquant qu'ils sont le fer de lance de la lutte contre le crime. Moi, quand j'entends parler des caméras dans la rue, je me dis, on a déplacé le problème, on l'a pas résolu. Ce qui résout le problème, c'est d'arrêter les gens et de les mettre en prison. 3 heures de cours par semaine et 2 mois et demi de formation. Les meilleurs auront droit à un badge et une voiture de patrouille. Quant aux autres, ce n'est pas le travail de bureau qui va leur manquer. Quand ils sont volontaires, ils rentrent des rapports d'accidents ou de collisions sur l'ordinateur. Ils s'occupent du courrier ou bien de faire pointer les criminels sexuels tous les mercredis. Ils font plein de trucs différents. 46 habitants travaillent aujourd'hui pour la police. C'est bien moins cher que d'embaucher de vrais policiers. De quoi faire épargner à la ville des centaines de milliers de dollars de salaire. Trouver des économies comme celle-là, voilà ce qui a permis à la ville de s'en sortir. Mais pour relancer Valeo, il faut maintenant séduire tous ceux qui, à l'avenir, pourront remplir les poches de la municipalité. À Valeo, le développement économique, c'est elle, Ursula Luna Reynosa. Hi Bob. Et depuis son arrivée il y a 1 mois, elle passe sa vie au téléphone. Je viens de discuter avec un spécialiste de l'immobilier ici, et il m'a dit de vous contacter parce que vous étiez à la recherche d'opportunités de développement que nous avons à Mare Island.
C'est une spécialiste des villes en difficulté. Sa mission, faire revenir le business dans la ville en vantant les opportunités locales. Eh bien, la ville possède un peu plus de 63 hectares de terrain disponibles. Les espoirs de Valeo se trouvent au bout de ce pont, à Mare Island. C'est l'ancienne base de la marine américaine, fermée depuis 15 ans. Tout est à vendre. On peut par exemple s'y offrir une ancienne et très chic maison d'amiral. Quelques personnes en ont acheté pour y mettre leurs entreprises. Là, on a un petit hôtel. Ils font des mariages aussi. C'est le tour de prestige qu'Ursula fait faire aux investisseurs. Car le gros du morceau est moins avenant. Les quartiers des marins, les centres de transmission où Valeo aimerait attirer des milliers d'emplois. Un endroit peu séduisant, mais qui présente un avantage très rare dans cet État américain. Bon nombre d'entreprises se plaignent de la fiscalité en Californie. Ici, à Mare Island, les taxes peuvent être réduites, voire carrément supprimées. Et le business commence à revenir à Valeo. Madame Reynosa vise les 200 nouveaux emplois avant la fin de l'année. Rien n'est encore joué, mais la ville respire mieux, pendant que d'autres s'enfoncent. Presque toutes les villes en Californie vont avoir des problèmes. Nous, à Valeo, on vient d'en finir. On a dû faire des choix difficiles. Maintenant, nous, on peut aller de l'avant. Aller de l'avant, mais en repartant de très loin. À Valeo, le dépôt de bilan a brisé les services publics et bouleversé la vie des habitants. Cette année aux USA, 5 villes ont déjà fait faillite.